Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Effectivement, dans l'enseignement depuis longtemps, la question m'intéresse, la théorie du genre, avec l'annonce de nouveaux programmes sur l'éducation sexuelle. J'ai pu constater combien les enfants qui sont en passe de devenir des femmes et des hommes dans ce monde actuel ont soif de vérité et d'authenticité. Ils sont encore vulnérables quand ils sont à l'école, ils réclament cependant des nourritures solides et surtout qu'on leur dise la vérité sans concession. Généreux, ils se dévoueront à de nobles et belles causes, mais vont fuir instinctivement le relativisme général et la laideur. Ainsi, il va falloir parler vrai. Et la théorie du genre, parce qu'elle sape l'ordre moral, eh bien, fait perdre des repères. Il m'a donc paru important que, comme prêtre chargé d'âme, pour les mener sur un chemin qui doit être balisé, comme éducateur, eh bien, de chercher à me renseigner, et voilà le fruit de mon travail. Avec le genre, la théorie du genre, on parle de révolution, de mouvements qui parviennent à leur terme. C'est comme la touche finale. On parle de transformation de fond en comble. Et pour transformer la nature aussi radicalement, eh bien, il faut nécessairement faire table rase d'un héritage, d'un ordre ancien, et il faut passer par une déconstruction. Il faut, pour comprendre ce qui est en train de se passer, retracer le parcours des idées qui aboutit à cette théorie du genre. Il faudrait qu'on s'arrête aux conceptions philosophiques de Jean-Jacques Rousseau sur l'état de nature, le rôle de la société dans la transformation de cette nature. Puis il faudrait aussi aborder les mouvements de libération féministe qui revendique sa justification à travers une grille marxiste de lecture, émancipation, oppression, et puis parvenir à l'époque actuelle qui définit sa modernité dans des valeurs de souplesse, de fluidité, de flexibilité, d'interchangeabilité, valeurs qui doivent garantir aux individus la pleine licence grâce à un déconditionnement total. Simone de Beauvoir a cette phrase célèbre « On ne naît pas femme, on le devient ». Avec cette citation, on entre de plein pied dans la théorie du genre. On ne naît pas femme, on le devient. Alors commençons par définir la chose. Le genre est une théorie qui définit l'identité sexuelle comme une construction sociale. On est, certes, avec un sexe, mais celui-ci est indifférent et ne constitue pas, selon la théorie du genre, mon identité. Cette théorie affirme que l'identité féminine ou masculine, telle que nous la concevions jusqu'à présent, est due à un conditionnement de la société. La société, seule, par des stéréotypes, des clichés, imposait à chacun l'identité et définissait comme valable ou non le comportement sexuel. Il n'y aurait donc, en fait, d'après la théorie du genre, aucune réalité dans la distinction que nous faisons, dans la distinction que nous faisions entre le féminin et le masculin, sinon des a priori, des conventions sociales. Alors cette théorie voudrait que la distinction par le sexe donnée à la naissance, sexe féminin, sexe masculin, ne soit le fruit que d'une construction sociale arbitraire et donc abusive, enracinée dans une culture, une histoire, des coutumes, un regard extérieur, des contraintes irrationnelles.
La théorie du genre ne nie pas l'existence d'une distinction entre le féminin et le masculin, mais elle récuse le fait que cette distinction soit justifiée par le sexe, qui est imposé dès la conception par la nature. Non, mon identité m'appartient, affirme cette théorie. On doit être maître de la choisir et aucune puissance ne peut imposer son choix arbitraire dans une affaire aussi intime à ma personne. La théorie du genre affirme que rien ne peut décider à ma place du choix d'une identité féminine ou d'une identité masculine. Cette identité choisie, il reste encore la liberté pour chacun de vivre cette identité, sa féminité ou sa masculinité, selon l'orientation de son choix. Choix alors qui se décline presque à l'infini selon qu'on préfère les femmes, les hommes, les deux, aucun des deux, plus que deux, etc., etc. La théorie du genre donc se présente comme une émancipation finale, comme le remède radical contre l'aliénation des individus et contre l'aliénation, dans ce qu'ils ont de plus intime, leur identité et leur identité sexuelle. Alors résumons-nous, la théorie du genre dénonce l'oppression qui est faite à la liberté de choix de vie par la société. La société nous opprime et nous impose, selon ses stéréotypes, notre identité. Ceci est dénoncé. La théorie du genre dénonce la discrimination qui attente à l'égalité. Car si nos tendances intimes sont des choix personnels, toutes ces tendances se valent. La théorie du genre dénonce le regard qu'il faut changer pour parvenir enfin à une société fraternelle et tolérante. Liberté, égalité, fraternité, voilà le programme. La théorie du genre est une combinaison gagnante. Le sexe biologique donné à la naissance, indépendant de l'identité sexuelle, liberté de me définir comme homme ou femme selon ma préférence, indépendante de l'orientation sexuelle, liberté de pratique selon mes attirances personnelles. Donc vous voyez ce trio, ce tiercé joué ici dans la théorie du genre. On pourrait être né homme, se choisir une identité féminine et avoir une vie homosexuelle. Quels sont les buts à atteindre et que se propose d'atteindre la théorie du genre? Les normes sociales sont, d'après cette théorie, des facteurs d'oppression et d'asservissement. On nous impose notre identité. Elles doivent être revues, elles doivent être corrigées. Notre monde est rempli de ces conventions arbitraires à déconstruire, à repenser le mariage, la maternité, la famille, les structures traditionnelles, l'enfant lui-même qui prend la mère en otage. La théorie du genre affiche un but altruiste. La vérité vous rendra libre, dit l'Évangile. Ici, la théorie ne veut plus seulement être théorie, elle prétend atteindre le statut de vérité afin de libérer les individus de l'oppression sociale et du regard des bien-pensants qui les empêche d'accéder à la liberté intime et absolue. La théorie du genre veut détruire une construction sociale, mais on peut comprendre assez facilement que la résistance rencontrée ne vient pas d'abord de la société, mais de la nature elle-même. C'est elle, la nature, qu'il va falloir donc redéfinir afin que le sexe donné par la nature n'ait pas plus d'importance que la couleur des cheveux. Donc en fait, à travers la société,
qu'on vise, il y a aussi une nouvelle conception de la nature, ou même la destruction de ce concept de nature. Affirmer que la nature ne détermine en rien mon identité sexuelle, c'est affirmer que cette identité sexuelle est abusivement définie par la société et doit donc ne relever que de mon choix. Et la pratique sexuelle ne relevait que d'une liberté fondamentale à choisir un rôle déclinable et illimité, interchangeable, le rôle féminin ou le rôle masculin, le rôle alternatif. Donc derrière tout ça, il y a directement l'ambition de s'attaquer à la nature des choses. Quel sera le rôle de l'école dans cette révolution? Eh bien, l'école est un enjeu majeur. L'école devra être le laboratoire d'où vont sortir les nouvelles générations enfin déconditionnées du regard de la société, de cette fabrication, disons, à partir de stéréotypes. La théorie du genre estime que malheureusement pour nous, adultes, nous avons été sacrifiés puisque nous avons été élevés au contact d'une société ancienne qui nous a imposé ces stéréotypes. On a été comme pollués. Nous ne sommes plus modelables. Nous avons déjà nos catégories. Mais les enfants au plus jeune âge, eux le sont, et il y a urgence à les soustraire à l'influence de ces stéréotypes. C'est à l'école que ces choses doivent se passer. D'où l'enjeu que représente évidemment l'école pour les théoriciens du genre. Alors cela pose un certain nombre de questions, parce que s'il y a nécessité à soustraire l'enfant de l'influence de la société, de ses stéréotypes, et s'il faut reformuler l'éducation reçue à l'école, qu'en est-il dans la famille? Elle aussi pose un problème, elle aussi produit des stéréotypes. Dans ce sens, elle aussi est source d'aliénation. Donc, en famille, ne vous pensez pas à l'abri et ne croyez pas que l'école est seule dans la ligne de mire. Et devant l'urgence, on peut se poser la question de savoir, mais à qui appartiennent finalement les enfants? Est-ce que l'enfant appartient à ses parents? Est-ce qu'il appartient à l'État? Est-ce qu'il appartient à l'école? Et nous avons ici des témoignages qui font frémir. Laurence Rossignol était députée socialiste en France quand elle a affirmé « La laïcité, c'est ce qui protège l'enfant et garantit aux enfants les mêmes droits et l'accès aux mêmes valeurs. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, poursuit-elle. Donc la République doit leur offrir des lieux qui leur permettront ensuite de faire leur choix. C'est le cadre de l'école publique, c'est ce dont la France a besoin aujourd'hui. » Autre question, quel est le statut de l'école? Est-ce un lieu de transmission? La transmission d'un héritage, d'un savoir, de connaissances? Est-ce un lieu d'apprentissage ou un lieu de conditionnement, de déconstruction? Est-ce le rôle de l'école d'assurer le déconditionnement en soustrayant l'enfant à l'influence des stéréotypes véhiculés par l'histoire, la littérature, l'étude des civilisations, les sciences même? En France, le ministre de l'Éducation nationale, à l'époque, estime que c'est le rôle de l'école de changer les regards et de nous permettre de parvenir à ce déconditionnement. L'école a un rôle fondamental à jouer, dit-il, puisque l'école doit dépouiller l'enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l'élever jusqu'à devenir citoyen. Et c'est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qu'opère dans l'école, dit ce ministre, et par l'école, cette nouvelle Église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. Voilà comment ce ministre-là parle donc des professeurs de l'école, ce nouveau sanctuaire. Vincent Peillon.
Il était ministre de l'Éducation nationale de 2012 à 2014. Il est très attaché à la laïcité. Il ne veut qu'une morale laïque soit enseignée dans les établissements scolaires et estime que pour donner à l'élève la liberté de choix, il faut être capable de l'arracher à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel. Quelqu'un a dit que l'école devient une maison de redressement des vivants et des morts. C'est juste. L'école, finalement, dans cette mission que lui assigne la théorie du genre, devient une maison de redressement pour les vivants, les enfants, qui seraient peut-être pollués par leur famille, le milieu ambiant dans lequel ils vivent, et les morts, parce qu'il va falloir redresser aussi tous nos ancêtres, et qui, à travers un enseignement de la littérature, des sciences, etc., bien, nous apportent ces stéréotypes et ces pollutions. Donc, école de redressement des vivants et des morts. Quel enseignement, quel programme? Quand on substitue à la formation du raisonnement et de la réflexion l'émotion, eh bien, on perd la faculté de jugement. Or, la pensée de l'homme va au jugement, et le jugement, n'en déplaise, il est discriminant. C'est ainsi que l'homme, qu'on peut définir comme un animal raisonnable, peut aussi se définir comme animal discriminant. Il est donc contre nature d'abaisser l'humain à déchoir de sa noblesse de créature pensante. Faudra-t-il écarter de la formation de l'enfant tout contact avec un monde classique où l'on trouve des stéréotypes à foison, les héros de Racine, de Corneille et de toute la littérature, Roméo et Juliette, Roland, Cyrano, le Cid. L'enseignement, qui est déjà indigent, va-t-il se réduire à des lieux communs vulgaires, à des jugements de valeur sans profondeur, à des choix non discriminants, à la misère intellectuelle? Voici à titre d'exemple une liste d'ouvrages pour la formation des petits-enfants de France. Mon papa porte une robe. J'ai deux papas. Maman porte une barbe. Mehdi met du rouge à lèvres. Troisième question qu'il faut se poser. Si tout est finalement interchangeable, si tout se vaut, toute différence doit disparaître, eh bien cela consomme aussi la disparition de la notion d'altérité, l'autre. Et c'est cette notion pourtant qui est absolument cruciale dans l'élan civilisateur. Être différent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'autre? Voilà les grandes questions. L'autre, c'est celui que je ne peux pas être. Et c'est précisément ce en quoi il est intéressant, ce qui me permet aussi de grandir et de découvrir, d'être, en un mot. L'autre me permet d'être. La théorie du genre qui nous dit que l'on peut être qui on veut, ce qu'on veut, nous abandonne à une profonde solitude. Il n'y a plus d'altérité, à un profond narcissisme destructeur de soi. La vie devient un vaste et triste supermarché. Tous les choix ont la même valeur. On nage en pleine équivalence. Dans ce monde-là, quelle place fait-on encore à la différence? Quelle est la place de l'autre? Finalement, l'autre n'est-il pas réduit à n'être qu'un moyen, un ustensile qui me sert à me contempler moi-même? Ces questions sont déterminantes et elles doivent trouver des réponses. Dernièrement, l'UNESCO a produit un document concernant l'éducation sexuelle qui touche à la théorie du genre. Le secteur de l'éducation de l'UNESCO est sa priorité première car c'est un droit élémentaire de l'homme et le fondement de la paix et du développement durable. Développement durable, vous voyez les enjeux. Le secteur de l'éducation est la priorité première.
L'UNESCO est l'agence des Nations Unies spécialisée dans le domaine de l'éducation. Et elle se concentre particulièrement sur les questions de l'égalité du genre et de l'Afrique. Ça, on lit ça dans l'introduction de cette nouvelle brochure qui vient de sortir. The Global Education 2030, Agenda UNESCO, et l'organisme de l'UNESCO, et donc des Nations Unies, qui tient l'agenda du programme éducationnel afin d'atteindre ses objectifs. Alors, ce 2030 agenda montre que la qualité de l'éducation, la santé et le bien-être, l'égalité du genre et les droits de l'homme sont intrinsèquement imbriqués. Il vient de réviser et de mettre à jour son guide d'éducation sexuelle pour réaffirmer que la trame de fond de cette éducation, c'est l'égalité du genre et les droits de l'homme. Il met en œuvre un enseignement structuré en matière sexuelle, basé sur les dernières évidences scientifiques, afin de permettre à tous les pays d'avoir un programme d'éducation sexuelle adapté. Ils sont persuadés que s'ils n'agissent pas en ce sens, ils ne pourront pas atteindre l'objectif à atteindre à l'horizon 2030, une société intégratrice basée sur l'égalité du genre. C'est signé Audrey Azoulay, directeur général de l'UNESCO. La révolution, voyez-vous, est à l'ordre du jour et on y travaille avec inquiétude. On a des objectifs à atteindre. Regardons un petit peu la stratégie dans les manuels scolaires. Le genre est enseigné à l'école. Les manuels présentent la théorie non pas comme une hypothèse, une théorie, mais une évidence scientifique. D'ailleurs, parler de théorie du genre est un peu tendancieux de ma part, comme depuis le début de la soirée, cela n'est pas très moralement correct. Ce n'est pas dans un cours de philosophie qu'on enseigne cette théorie, ce n'est pas non plus en littérature, mais on la trouve, cette théorie, dans les manuels de biologie. Donc, dans ces manuels, on va trouver un chapitre sur le genre. Cette théorie se présente donc, si vous voulez, comme hautement scientifique, démontrable et démontrée, donc n'étant plus une théorie, mais une certitude scientifique. D'ailleurs, ils se font fort de dire que la théorie du genre n'existe pas. Et ce n'est pas le mot genre qui conteste, c'est le mot théorie. Ce n'est pas une théorie, c'est scientifique. Les manuels présentent la complémentarité de l'homme et de la femme comme une construction rétrograde de société et non comme un donné de la nature. Les livres scolaires qui vont présenter la théorie du genre ne le rappellent pas, mais le fœtus est déjà bien un garçon ou une fille dès l'instant de la conception. Même si cela ne se voit pas encore physiologiquement, le fœtus est en possession de toute la richesse génétique de son développement futur. Par contre, les théoriciens du genre vont insister longuement sur cette période au cours de laquelle le sexe de l'embryon n'est pas encore reconnaissable, car cette période serait comme la preuve d'une vie indéterminée. Du pain béni pour la théorie du genre. Il est sans cesse question dans leur dépliant d'indifférenciation entre les sexes pendant les premières semaines de vie, et ce, évidemment, sans rappeler que l'embryon est déjà XX ou XY. La puberté, dans ces manuels, est à peine étudiée, alors que c'est quand même le moment où les corps des garçons et des filles deviennent effectivement ceux d'hommes et de femmes adultes par le développement naturel. Et il ne s'agit pas là d'une vue de l'esprit. Les manuels scolaires qui traitent de la théorie du genre, parlant de la puberté, ne la définissent que comme le moment où les organes sexuels deviennent fonctionnels et donc comme l'étape à partir de laquelle il est possible de vivre sa sexualité. C'est une réduction indigne et narcissique,
car à la puberté, la mise en œuvre des fonctions des organes sexuels conduit à la possibilité de procréer, de transmettre la vie. De plus, l'évolution de la morphologie, de l'anatomie, la physiologie, à la puberté est réduite dans le chapitre qui traite de la théorie du genre à sa plus simple expression. On n'envisage aucune finalité à ce développement. Les différences physiologiques entre hommes et femmes vont pourtant bien au-delà de la possibilité de vivre la sexualité. Les hormones, par exemple, ont un impact considérable, non seulement sur le fonctionnement des organes sexuels, mais aussi sur l'ensemble du corps féminin, du corps masculin, ou encore sur le psychisme. Dans les manuels scolaires traitant de la théorie du genre, une large place est donnée aux anomalies sexuelles. D'ailleurs, au lieu de parler d'anomalie, terme habituellement employé en biologie pour nommer ce qui diffère de la normalité, le manuel scolaire utilise le terme d'originalité surprenante. Le terme d'anomalie est gênant. En science, il est pourtant nécessaire de nommer les choses. Parler d'anomalie, c'est implicitement reconnaître une norme, un ordre dans la nature. C'est parce qu'il y a un comportement normal qu'il peut exister des comportements anormaux. La normalité, la logique veulent que l'on mette en harmonie le sexe donné à la naissance avec le genre de la personne. On éduque la petite fille comme une personne qui deviendra plus tard une femme et une mère. Et on éduque le petit garçon comme une personne qui deviendra plus tard un homme et un père. Dans la théorie du genre, chaque dimension, sexe biologique, identité et orientation, sera présentée séparément, voire de manière opposée, comme si elles n'étaient pas intrinsèquement liées les unes aux autres. À côté de l'identité sexuelle, il existe un autre aspect personnel de la sexualité, l'orientation sexuelle. Voilà ce qu'on lit dans les manuels. Alors si on veut apporter un regard critique sur la chose, il faut aller creuser. Et il faut aller chercher les fondements philosophiques qui sont derrière toutes ces approches. Comme le mal plonge ses racines dans une révolte profonde et qu'il cherche sa justification par le raisonnement et ses lettres de noblesse dans la conception philosophique, alors il faut tenter d'aller le démasquer aussi dans ce domaine. Et tout d'abord, la nature. Ce mot vient du latin natura. Il signifie ce qui existe depuis la naissance. Le terme de nature évoque donc ce qui est dans son état natif, c'est-à-dire ce qui n'a pas été modifié depuis sa naissance. Ce terme de nature décrit donc une permanence. Le mot naturel qualifie effectivement parfois un objet ou une substance qui n'a pas été transformée, mélangée, altérée par un artifice quelconque. Dans la Genèse, la nature est l'œuvre de Dieu, créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La création se poursuit tout au long des 6 jours. Le 6e jour, Dieu crée l'homme et la femme. Et Dieu les bénit, et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dans ce récit fondateur de la civilisation, la nature est décrite comme donnée par Dieu, créateur non seulement des éléments, mais aussi de notre identité d'hommes et de femmes. Leur complémentarité a un but, peupler la terre, la gouverner. Pour Aristote, l'homme se définit comme un animal politique, c'est-à-dire qu'il est naturellement social. L'homme est un animal social. Il n'existe donc pas d'état de nature dans lequel l'homme vivrait sans cette dimension sociale. Aristote
pour cette raison, ne connaît pas d'hommes, mais des Grecs appartenant à une civilisation grecque, des Romains appartenant à une civilisation romaine, des membres d'une famille, une tribu, des hommes appartenant à un village, une communauté, un peuple, une nation. Et un homme venu de nulle part, ça n'existe pas. Saint Thomas d'Aquin reprend cette conception aristotélicienne. L'homme est naturellement un animal social. La société n'est pas une construction humaine. Elle est inscrite dans la nature de l'homme. C'est capital, ça. Alors qu'on accuse dans la théorie du genre la société de venir ici, de manière abusive, nous plaquer des stéréotypes. L'homme est un animal social. Par contre, dans le discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes, Jean-Jacques Rousseau décrit, lui, un état de nature. Cet état, dit-il, est un état qui précède la civilisation. Il y aurait eu des hommes sans civilisation, sans pays, sans racines, sans rien, sans élément social. Dans sa théorie, il affirme que l'homme a connu une période de son existence où la dimension sociale était absente. Pour lui, l'homme n'est pas par nature un animal social. La société est une construction qui vient après. Et il décrit cette période de l'humanité, avant toute société, comme la plus heureuse que l'homme ait connue. L'homme était parfaitement stupide, il dit, mais il était heureux. Avant l'apparition de la civilisation, de la société, l'homme appelé bon sauvage est autosuffisant et cultive son bout de terre librement et seul. Stupide, robuste, candide, l'homme naturel de Jean-Jacques Rousseau ne connaît ni le bien ni le mal et vit au présent sans souci des lendemains. Mais un jour, raconte Jean-Jacques Rousseau, il va rencontrer quelqu'un pour affirmer son droit sur une terre cultivable. La propriété est née, dit-il, et avec elle la déchéance de l'humanité. Écoutons-le. Le premier, qui ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût dit « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » C'est donc avec l'avènement de la propriété, pour Jean-Jacques Rousseau, que se constitue la société civile, en volant à l'homme son innocence, venant déjà comme perturber sa nature. Ah, c'est très intéressant, cette conception des choses. On voit que la philosophie est quand même la clé, le verrou, qui nous explique ce qui se passe aujourd'hui. Profondément pessimiste, Rousseau déclare « Je voudrais que tous sachent que l'homme est naturellement bon, mais que tous voient comment la société déprave et pervertit les hommes. » En fin de compte, pour Jean-Jacques Rousseau, ce qui est en propre de la nature, c'est un instinct de conservation qu'il appelle amour de soi, et la pitié qui incite, quant à elle, l'homme à avoir une répugnance naturelle, à voir périr ou souffrir tout être sensible et principalement nos semblables. Voilà ce que c'est que la nature, pour Jean-Jacques Rousseau. Cette espèce d'amour, de sensibilité, de pitié, et puis un instinct de conservation. Ah, voilà ce à quoi se réduit la nature humaine. Tout le reste, chez l'homme, est du ressort de la construction sociale. La propriété, la première, les biens nécessaires à la vie commune en société, l'ordre, les biens nécessaires à la survie de la société, tout cela, construction sociale. Et donc, évidemment, susceptible d'être modifié. L'homme les a construits, pourquoi pas déconstruire?
Une telle philosophie est précieuse, évidemment, dans un argumentaire en faveur de la théorie du genre. Elle se met facilement en appui pour justifier la théorie du genre et sa nécessité de déconstruction. La nature humaine y est réduite à presque rien, et chez l'homme, tout ce qu'il y a d'humain lui vient de la société. Pourquoi ne pourrait-on pas changer aujourd'hui ce qui a été construit hier? N'est-il pas naturel, argumente la théorie du genre, que l'homme qui s'est lié à un contrat à la société puisse demander à renégocier, à modifier son contrat? Alors répondons à Jean-Jacques Rousseau et essayons de formuler la réponse philosophique un peu à cette théorie sous-jacente là. Pour Jean-Jacques Rousseau, celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine. Rousseau est convaincu que la société est une création humaine. Il place très haut la loi, le législateur qui a réalisé le contrat social. Parce que la société l'a corrompu, si vous voulez, mais a apporté aussi beaucoup de bien à l'homme. Certes, il a perdu cet état d'imbécile, de débile, parce que la société est venue lui apporter une certaine lumière, mais il aussi l'a corrompu, d'après lui. Alors il faut démontrer, au contraire, que la société, les personnes, les propriétés existent antérieurement aux lois. Voilà l'enjeu. Ce n'est pas parce qu'il y a des lois qu'il y a propriété, société, mais c'est parce qu'il y a propriété et société qu'il y a des lois. La société, la propriété sont données avec la nature. L'opposition de ces deux systèmes est radicale. Dans le premier cas, le législateur peut changer ses décrets, c'est lui qui les a promulgués. Dans le second cas, le législateur est au service de la nature des choses et il a pour mission de protéger la nature des choses. Il n'est pas en son pouvoir de modifier la nature, qui est une donnée immuable. Alors, eh bien, il faut apporter la preuve de tout cela. Démontrer que c'est la nature des choses qui est la raison d'être de l'existence de la loi et non le contraire, comme le prétend Jean-Jacques Rousseau. Il faut convaincre que Dieu, créateur de la nature humaine, a donné les moyens de sa conservation et de son développement, lui permettant d'atteindre sa fin, ce pourquoi elle a été créée. Que ces moyens ne sont pas le fruit de dispositions de la loi humaine, mais qu'ils existent avant la disposition de la loi des hommes. Que la raison d'être de la loi est de protéger, de garantir ces moyens, et non de les créer ou de les inventer. Alors cette preuve, on peut la faire en partant du lien intime qu'il y a entre la propriété et la nature humaine. Ici, il faut prendre le mot propriété dans un sens large, pas seulement dans un sens restreint de propriété foncière, ma maison, mon champ. La limiter à la seule possession du sol, c'est trop peu. Il faut l'entendre comme l'entendait le philosophe Alain qui disait « Il y a dans le sentiment qui attache l'homme à la propriété autre chose que le plaisir de posséder, d'avoir, c'est le plaisir de faire. » La propriété dont on veut parler ici, est ce que l'homme possède sur ce qu'il a créé par son travail. Si on parle de la propriété dans ce sens-là, on comprend que l'homme, dans sa nature, a une dimension de propriétaire. Il ne serait pas vraiment homme, entièrement homme, s'il n'avait pas cette capacité à être propriétaire. C'est au point où, cherchant à donner une définition de ce qu'est un homme, on pourrait aussi le définir comme étant animal capable de propriété. La preuve en est que l'homme a des besoins
dont la satisfaction est indispensable à sa survie. Pour pouvoir survivre, il doit avoir en lui les facultés qui sont nécessaires à sa survie. Donc la nature n'est pas donnée simplement comme ça, sans défense, elle est donnée aussi avec des moyens naturels pour permettre la survie de cette nature, avant même que toute loi ait été promulguée. Et donc la puissance de satisfaire ses besoins vitaux est déjà dans la nature qui est donnée. Si l'homme n'était pas en possession de ses facultés, eh bien il serait condamné à mourir, incapable d'atteindre sa finalité. Ce serait donc le règne de l'absurde. Dieu créateur désignant une fin, ne donnant pas les moyens d'atteindre la fin. Comment est-il cet homme tel que Dieu l'a fait? Eh bien, l'homme, pour survivre au sein d'une société, doit pouvoir satisfaire un certain nombre de besoins. Et il ne peut pas pourvoir à ses besoins sans travailler. Or, il ne peut pas travailler sinon s'il a l'assurance que le fruit de son travail va lui permettre de satisfaire aux besoins essentiels de sa nature. Voilà pourquoi, en même temps que Dieu crée l'homme, il lui donne d'avoir la capacité à la propriété du droit de son travail. Alors vous allez me dire, mais Dieu a puni l'homme en l'obligeant au travail. Mais Adam, avant le péché originel, était un homme qui travaillait. Le châtiment ne réside pas dans le travail, dans l'obligation du travail et puis la pénibilité du travail. Mais Adam, le travail d'Adam, c'est d'ailleurs Dieu lui confie le soin de la gestion de la création. Ce n'est pas un travail, ça. La propriété est donc une donnée de la nature, de l'homme, d'institution divine. Voilà ce qu'il faut affirmer. Donc, en même temps que Dieu crée l'homme, il lui donne la capacité à la propriété du fruit de son travail. Ce n'est pas avant tout donc une disposition légale de la société, c'est une décision de l'homme, une décision de l'homme qui un jour a dit « ceci est à moi », comme un abus, non. La loi civile a par contre, dans sa raison d'être, le devoir d'assurer la sûreté, la garantie, la protection de la propriété. Il est si vrai que la propriété est antérieure à la loi, qu'elle est reconnue même parmi les peuples primitifs qui n'ont pas de loi, ou du moins pas de loi écrite. Quand un sauvage a consacré son travail à se construire une hutte, personne ne lui en dispute la possession ou la propriété. Si c'est le cas, la tribu entière viendra indignée au secours du malheureux qui est injustement dépossédé du bien nécessaire à sa survie et à celui de sa famille. C'est même cette possibilité d'abus de la force contre le droit naturel de propriété qui a donné naissance à l'association, à la convention, à la loi chargée de garantir le droit naturel. La société, dans un état de droit et de justice, mettra la force publique au service de la défense de la capacité à la propriété qu'elle n'a pas instituée, mais qu'elle défend, qu'elle encadre, parce qu'il en va de la survie de cette société. Donc c'est la loi qui est née de la propriété, d'une certaine manière, et non la propriété qui vient d'une disposition de la loi. On sait que selon Rousseau, non seulement la propriété, mais la société tout entière est le résultat d'un contrat, d'une invention née dans la tête d'un législateur, fondateur de la société, d'un contrat social. Dans le contrat social, Jean-Jacques Rousseau affirme sans détour « L'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant, ce droit ne vient point de la nature. Il est donc fondé sur les conventions. » Robespierre était imbu des idées de Rousseau. Il définissait la propriété comme le droit de disposer de la portion de biens garantie par la loi.
Définir les choses ainsi n'est un soin n'est pas un soin superflu, je dirais, et c'est pas se perdre dans les détails. Nous n'avons pas quitté notre sujet. Selon la conception que l'on va retenir, ces détails-là sont lourds de conséquences. Rousseau et Robespierre, par leur définition de la propriété, sont à la racine de toutes les écoles socialistes et communistes. Eh bien, cette démonstration que la propriété relève du droit naturel et non de conventions arbitraires, susceptibles d'être abrogées, on peut la renouveler, même démonstration, au sujet de tous les biens qui sont constitutifs de notre nature. La complémentarité de l'homme et de la femme. La famille qui réunit un père et une mère pour accueillir des enfants. De la même manière que on a déclaré la propriété antérieure à toute loi, c'est cette complémentarité et cette structure familiale est antérieure aussi à la loi et n'est pas une disposition arbitraire de la société. Ce ne sont pas des constructions humaines, des conventions de société, des créations arbitraires liées au temps, aux mœurs et aux lieux, des stéréotypes que l'on pourra modifier, modeler ou transformer. Ces biens sont si étroitement liés à la nature et à sa survie que s'en affranchir s'accompagne nécessairement de graves conséquences. Si les comportements humains ne sont que des constructions de la loi, de la société, des coutumes, et n'ont pas plus de valeur que des stéréotypes, le législateur pourrait donc les modifier en maître absolu, puisque c'est jadis lui qui les a élaborés. Et dans ce domaine, les expériences sont en nombre illimité. Chaque matin, on peut en faire éclore une nouvelle, plus monstrueuse que celle de la veille. Un pays juste, un état de droit juste, affirmant la primauté du droit sur le pouvoir politique où tout gouvernant et gouvernés doivent obéir à la loi, devrait déclarer dans sa constitution qu'il reconnaît des droits et des devoirs antérieurs et supérieurs à toutes les lois faites par les hommes. On appelle ces droits et ces devoirs la loi naturelle. Pour résumer, voyons dans cette théorie du genre, vous savez que le mal absolu n'existe pas. Le mal est une privation de bien. Donc, quel qu'il soit, ou quelle que soit la chose, il y a toujours une part de vrai, une part de bien dans la chose. Alors discernons où se trouve le mal, où se trouve le bien, quel est l'angle d'attaque sur lequel il faudrait mener l'offensive contre cette théorie du genre. Alors qu'est-ce qui est vrai d'abord ? C'est bon à savoir. Dans une doctrine erronée, l'erreur ne se situe pas au niveau de l'affirmation, mais de la négation. Par exemple, dans la phrase de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient ». Bien, ce qui est vrai, c'est « on le devient ». L'affirmation est vraie. Ce qui est faux, c'est la négation. « On ne naît pas femme ». Une fois que la nature est donnée, il faut cultiver son jardin. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est vrai. On le devient. Le talent reçu, il faut le multiplier. Il faut se construire, maîtriser ses passions, encourager ses élans. On devient un homme, on devient une femme. Les entrepreneurs, artistes, intellectuels, sportifs savent que c'est avec peine, à la sueur de leur front, que le fruit de leur travail a été arraché aux tendances désordonnées de la nature. On voit bien que si la nature nous détermine, tout reste à faire. À l'individu, à l'éducation, à la société, revient la part importante de permettre le développement de personnalité, la connaissance de son identité, la conquête de sa liberté. En sachant que la liberté consiste à faire le choix du bien, du vrai et du beau, ce sera le rôle de l'éducation de donner à cette nature les moyens de parvenir
à sa fin de développer sa vertu. Mais agir contre l'ordre naturel, c'est aliéner cette liberté. Alors, ce qui est vrai aussi dans la théorie du genre, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de société qui ne se rattache à une culture. Toutes nos manières de sentir, de percevoir, s'imprègnent d'une tradition qui anime nos manières de vivre, de voir, de travailler. Loin d'être une aliénation, être héritier d'une grande civilisation, c'est un privilège qui nous fait participer à la richesse acquise par nos ancêtres et transmise pendant des siècles, et qui, avant de donner des droits, crée des devoirs. Ce qui est vrai encore dans la théorie du genre, c'est que la formation et l'éducation restent des domaines importants qu'il faut surveiller parce qu'ils sont déterminants justement dans la formation de ce que nous serons demain. Voilà un peu les axes de ce qui est. Puis alors, ce qui est faux, évidemment, c'est cette capacité de la théorie du genre, si vous voulez, à l'interchangeabilité, à modeler, à rendre fluide toutes les données de la nature, hein, et donc d'intervenir ici dans toutes sortes de domaines. On peut dire qu'un voile d'obscurité semble tomber sur le monde. On a pu espérer à un moment donné que devant ces idées qui remettaient en cause un progrès à venir, on allait vers des lendemains qui chantaient, on allait pouvoir enfin être maître de toutes choses. On s'est rendu compte qu'en fait nous étions vulnérables, que la terre était vulnérable, que la nature était vulnérable, qu'il fallait protéger cette nature, et on aurait pu penser que ce genre de théorie-là aurait été balayé facilement, puisqu'elle s'attaque directement à la nature des choses, mais non, ce n'est pas le cas. Donc on peut être écologiste et puis défendre la théorie du genre. Pourtant, c'est deux conceptions radicalement opposées. Et ça veut dire qu'il reste encore beaucoup de lumière à faire et d'obscurité à arracher. Mais dans le côté, ne nous désespérons pas, parce que c'est lorsque l'obscurité s'est faite dans le tombeau, que la pierre a été roulée sur le tombeau, qu'on n'a jamais été aussi près de la résurrection. Nous gardons espoir.